Bonjour et bienvenue à tous pour cette 26e webconférence du Sommet virtuel du climat. Nous allons parler du thème collectivité, quel impact de votre budget sur le climat? Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement et coordinatrice du Sommet virtuel du climat. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir en ce début d'après-midi pour cette webconférence. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Antoine Gox, Marion Feutet pour I4C, Gaëlle Lahotte pour la région Occitanie et Audrey Linkenheld pour la ville et métropole de Lille. Nous sommes ensemble pour 1h30 en ce début d'après-midi. Et avant de commencer, je voulais vous partager quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission du Sommet virtuel du climat qui est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Comme vous avez pu le voir sur le programme, on a une 50aine de contenus, webconférences et ateliers qui répondent à cette question. Donc, n'hésitez pas à aller piocher et assister à toutes les interventions qui vont pouvoir vous aider, puisque c'est vraiment l'objectif de cet événement. Sachant que toutes celles qui sont déjà passées seront bien évidemment disponibles en replay courant décembre, voilà, si vous les avez loupées. Je voulais également donc vous dire que cet événement est initié et coordonné par l'APCC et qu'il est coporté avec l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, on souhaite remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais également toutes les personnes qui nous ont soutenus de plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Également, on a eu à cœur de vous proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous aider et à nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous remettrai le lien dans l'onglet discussion si nécessaire. Concernant les aspects logistiques, donc je vais vous inciter à poser vos questions par écrit tout au long de la webconférence dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est dans cet onglet-là que les intervenants viendront les piocher pour y répondre. Et si vous avez simplement des commentaires, des remarques et des partages, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion en prêtant attention aux destinataires. Je précise également que les replays et les slides seront disponibles courant décembre sur le site du sommet et que, en particulier pour cette conférence-là, vous recevrez un email quand elle sera disponible. Voilà, il me semble que j'ai partagé tout ce que j'avais à vous dire en introduction. On va pouvoir attaquer et donc je passe la parole à Marion. Merci, oui, donc je vais partager mon écran. Et donc, bienvenue à tous. Webconférence, collectivité, quel impact de votre budget sur le climat? Antoine? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Marion. Donc, webconférence que nous organisons à I4C dans le cadre du Sommet virtuel du climat que nous remercions. Et encore, merci pour l'organisation générale du Sommet virtuel du climat et l'ensemble des conférences qui ont été proposées. Quelques mots d'introduction pour peut-être présenter l'Institut de l'économie pour le climat. Nous sommes une association experte de l'économie et de la finance sur les enjeux d'action contre les changements climatiques, que ce soit sur les aspects d'atténuation ou d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et nous proposons au sein de cette équipe d'experts des analyses, des études pour nourrir le débat public autour de l'enjeu climat de manière générale. Et par ailleurs, et c'est l'objet notamment de cette webconférence, nous pouvons aussi proposer des méthodologies à destination des acteurs pour les accompagner dans la prise en compte de ces enjeux et les aider à avancer au mieux. Donc, c'est effectivement l'objectif de cette rencontre virtuelle aujourd'hui, de présenter la méthodologie d'évaluation climat des budgets des collectivités qu'on va pouvoir vous présenter avec Marion dans quelques instants. Sur le déroulé de cet atelier, on va organiser ça en 3 moments. D'abord,
une présentation un peu générale de qu'est-ce que l'évaluation climat du budget et des grands principes et objectifs de la méthodologie que nous proposons. C'est sur la diapo suivante, mais peut-être qu'il y a un petit décalage dans l'affichage. Ça va arriver. Puis, des retours d'expérience de 2 collectivités différentes avec 2 témoignages de la région, d'une part Occitanie, avec Gaël Lahotte, que je salue et qui est directeur du contrôle de gestion et de l'audit de la région Occitanie, et d'autre part de la ville et de la métropole européenne de Lille, avec Audrey Linkenheld, que je salue aussi et que je remercie de sa présence, qui est première adjointe à la ville de Lille et vice-présidente de la métropole européenne de Lille à la transition écologique et à l'énergie au niveau de la métropole européenne de Lille. Alors, il y a un petit blocage sur le diaporama. Et donc, on prendra dans un troisième temps l'ensemble des questions que vous aurez posées tout au long de ces interventions pendant une bonne demi-heure pour pouvoir nourrir votre échange. Je te repasse la parole, Marion, pour le démarrage de la présentation de la méthodologie. Oui, donc en fait, d'où vient cette méthodologie? En 2017, lors du One Planet Summit, la France et le Mexique ont en fait pris l'engagement de se lancer sur le green budgeting et de lancer des travaux. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que I4C s'est saisi du green budgeting et de voir qu'est-ce que le budget de l'État, quels impacts avait le budget de l'État sur le climat. Et donc, en 2019, on a analysé sur des données publiques le budget de l'État français. On a regardé ses impacts positifs et négatifs sur le climat. Et on a sorti une évaluation à 360 degrés du budget de l'État qui permet de retracer tout ça. En parallèle, l'État s'est lui-même saisi du sujet parce qu'il a missionné l'Inspection générale des finances et le CGEDD pour faire une méthodologie pour lui permettre d'évaluer son propre budget. Et ça lui a permis, en fait, en 2020, de sortir le rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État, sur le budget pour 2021, exercice qui a été réitéré cette année, donc qui est sorti en novembre, sur l'analyse du budget de l'État pour 2022. Donc, il y a une dynamique au niveau national qui s'est enclenchée et qui a été poursuivie en fait au niveau local en parallèle avec un travail collaboratif avec 5 villes et métropoles, donc la ville et métropole de Lille, la métropole du Grand Lyon, la ville de Paris et la ville et métropole de Strasbourg. Ce travail, comme vous voyez, a été soutenu par des associations d'élus comme France Urbaine ou l'Association des maires de France et par d'autres soutiens comme Energy Cities et le WWF. Et nous travaillons actuellement également avec des régions, comme la région Occitanie qui est présente aujourd'hui, pour développer et continuer à co-construire cette méthodologie. Alors, l'évaluation environnementale, qu'est-ce que c'est? Le green budgeting, qu'est-ce que c'est? Le but d'une telle méthodologie est bien d'analyser l'entièreté du budget, c'est-à-dire toutes les dépenses, que ce soit des dépenses d'investissement et de fonctionnement, pour avoir une photographie complète du budget et voir quels sont ses impacts et quelle est la compatibilité du budget avec les différents objectifs environnementaux qu'a pu se fixer la collectivité. I4C, Institute for Climate Economics, Institut de l'économie pour le climat, on est expert du climat et donc on a développé une méthodologie sur notre cœur d'expertise, cette méthodologie qui est l'évaluation climat du budget et là des collectivités. Un point d'attention, c'est de ne pas comparer les collectivités entre elles. Cette méthodologie n'a pas pour but de dire telle collectivité est mieux ou moins bonne qu'une autre.
D'une part, parce qu'elles ont des compétences différentes. Entre une ville et une métropole, on n'a pas les mêmes compétences. Mais aussi parce qu'il y a des périmètres de délégation différents. Certaines villes vont faire appel à un délégataire alors que d'autres non. Des contextes différents. Certaines villes vont être plus industrielles, certains territoires vont être plus ruraux. Et puis aussi, tout simplement, des niveaux d'avancement différents. Donc, une ville qui va être beaucoup plus engagée déjà sur le climat qu'une autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de progrès à faire également. Donc voilà, un point de rappel. Et donc, si on rentre un peu plus dans ce pan climat de l'évaluation climat du budget, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord des principes méthodologiques chapeau. Donc, la méthodologie, comme on le disait, elle reprend des grands principes qui permettent d'expliquer pas à pas comment faire l'analyse. Et ces grands principes peuvent être repris pour tous les enjeux environnementaux. Et ensuite, ce que nous avons développé à I4CE, c'est l'atténuation, donc la diminution des gaz à effet de serre et l'adaptation. Donc, comment le territoire peut s'adapter au changement climatique, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Pour ces deux méthodologies, que sont l'atténuation et l'adaptation, ce sont des méthodologies qui sont basées sur l'expertise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quantification CO2. Il ne faut pas confondre ça avec un BGS ou des budgets carbone ou un bilan carbone. Cette expertise est notamment basée sur la stratégie nationale bas carbone, la SNBC de la France, qui vise la neutralité carbone en 2050. Donc, des outils de mise en discussion au service des services, des élus, de la société civile et des citoyens et des citoyennes. Cet outil permet de mettre le climat en discussion au moment du vote du budget, au moment des discussions budgétaires. Et donc, le but est d'orienter ces stratégies budgétaires vers la transition. Donc, ça va permettre de répondre également aux demandes de transparence des citoyens et des citoyennes, puisque le budget est public et donc on peut communiquer également autour de ce budget vert et répondre à la question de qu'est-ce que ma collectivité fait pour le climat. De manière plus interne à la collectivité, cette évaluation va permettre également de favoriser la transversalité entre services, de favoriser la question climatique entre services, puisque pour faire cette évaluation, il va falloir demander à chaque service, à la direction des transports, à la direction du bâtiment, eh bien vous, qu'est-ce que vous faites pour le climat? Donc, ça permet aussi de mobiliser toute la collectivité autour de cet outil budgétaire sur le climat. Ensuite, si on reste sur les aspects collectivité, on va dire, cette méthodologie a intégré le référentiel du label Citergie, qui est porté par l'ADEME, qui aujourd'hui s'appelle Territoire en transition. Label sur lequel la métropole de Lille et la ville de Lille sont également labellisés. Et donc, voilà, ça permet de répondre à un des critères du label et donc de gagner un certain nombre de points pour être labellisé. Ensuite, eh bien, d'avoir son propre budget vert, ça permet aussi de pouvoir répondre à une certaine demande des financeurs et de pouvoir identifier, voilà, ça, ce sont des dépenses climat. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez savoir que ce sont des dépenses vertes. Donc, comme je vous le disais, l'évaluation climat du budget, ce n'est pas des budgets carbone, ce n'est pas un bilan carbone, bien évidemment, et ce n'est pas non plus une évaluation des coûts du plan climat, où là, ce serait un autre travail à faire par ailleurs, de savoir, voilà, mon PCAET, cette action coût de temps, voilà, c'est pas l'objectif de cette évaluation. L'objectif de cette évaluation,
c'est d'avoir une vision du budget à un instant T et de pouvoir identifier, de comprendre quelles sont les dépenses bénéfiques, quelles sont les dépenses défavorables au climat à cet instant T. Et puis, on va pouvoir, avec cette photographie-là, voir si on est cohérent avec les objectifs climatiques qu'on a pris en position dans la collectivité, d'analyser année après année en refaisant cette lecture budgétaire, de voir si mon budget a évolué et de pouvoir voir si ce que j'ai mis en place est suffisant pour atteindre la neutralité carbone, puisque c'est bien ce qu'on vise en prenant comme référentiel la stratégie nationale bas carbone. Et donc, voilà les intérêts de cet exercice. Et pour pouvoir sourcer, on va dire, toute cette méthodologie, on s'appuie sur des cadres existants robustes et reconnus, que sont la taxonomie européenne notamment, et puis le cadre de l'Inspection générale des finances et du CGEDD, donc le cadre national sur lequel s'appuie l'État pour faire son propre rapport. Et comme je vous le disais, en utilisant un scénario de référence, la stratégie nationale bas carbone au niveau français. Et je te redonne la main pour la suite, Antoine. Merci Marion pour le début de cette présentation sur l'origine et l'inspiration, la logique de la méthode. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, et puis il y aura des témoignages derrière avec nos deux intervenants, dire que ce travail d'analyse, c'est un chantier d'abord interne qui doit s'organiser avec un pilotage politique et technique qui doit se faire à un haut niveau pour associer notamment la direction des finances ou du contrôle de gestion ou de l'évaluation interne et la direction environnement, quand elle existe. Selon la taille des collectivités, ça peut être autrement au niveau du directeur général des services d'avoir ce travail qui soit mené. Parce qu'il y a besoin d'expertises qui soient diverses et multiples. Une expertise en matière de finance et de contrôle de gestion, bien sûr, parce qu'un budget de collectivité, c'est complexe, c'est beaucoup de lignes, donc il y a besoin d'avoir une bonne maîtrise et bonne connaissance de l'ensemble de ces lignes. Et puis une expertise associée du côté du climat pour pouvoir faciliter également le classement des dépenses et réussir avec l'aide des outils proposés dans la méthodologie ces classements. Le principe de la méthode, c'est aussi de faciliter la réalisation en interne de cette évaluation. Parce que, comme l'a dit Marion juste avant, un des enjeux, c'est de faciliter le décloisonnement et la discussion entre direction des finances, du contrôle de gestion, direction environnement et les services opérationnels. Ça respecte derrière, bien sûr, les principes budgétaires, de bonne foi, de cohérence et de charge de la preuve derrière et de transparence au maximum. Voilà pour ce principe. Donc, si derrière, on rentre un peu plus dans le détail de la logique, sur l'atténuation, comme l'a expliqué tout à l'heure Marion, la méthodologie, pour le moment, elle a deux briques distinctes qui sont proposées. Une brique d'analyse sur l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une brique sur l'adaptation, et puis d'autres briques qui peuvent être développées par la suite par d'autres expertises, et c'est notamment l'objet d'un groupe de travail engagé par plusieurs régions avec CDC Biodiversité pour proposer une brique supplémentaire sur l'analyse sur l'impact sur la biodiversité des dépenses. Donc ici, sur le processus d'atténuation, l'objectif, c'est d'abord d'avoir une lecture de l'ensemble des données financières réelles, donc des dépenses, et de pouvoir identifier celles qui sont sans impact réel, qui paraissent neutres ou hors périmètre, celles qui semblent indéfinies et celles qui paraissent comme ayant potentiellement un impact sur le climat et qui doivent faire l'objet d'une analyse, et donc de remonter ensuite d'informations des services pour pouvoir
classer ces dépenses, donc chacune des lignes, comme étant soit très favorable, et je vais préciser ensuite le principe de classement, très favorable, plutôt favorable, neutre ou défavorable au regard des objectifs de transition bas carbone vers la neutralité carbone. Si je rentre sur le détail de ces classifications, pour bien le préciser, on est dans une perspective de visée de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, le classement très favorable, c'est un impact très positif sur le climat aujourd'hui et demain, et donc qui soit compatible avec cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. On va trouver dans ce cadre-là les dépenses pour la rénovation thermique des bâtiments, le développement des transports collectifs décarbonés et autres types de dépenses de ce genre. La catégorie plutôt favorable, il faut la prendre, il faut bien la comprendre que derrière, on est sur une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les actions qui sont classées comme telles, mais une réduction qui apparaît à ce stade encore insuffisante pour progresser vers la neutralité carbone, notamment s'il y a un risque de verrou technologique à plus long terme. L'exemple qu'on prend régulièrement en la matière, c'est par exemple pour des transports collectifs urbains, l'achat de bus roulant au gaz naturel de ville, au GNV. Ça amène une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des bus diesel. Néanmoins, ça reste carboné et donc il y a un enjeu derrière, c'est que l'alimentation de ces bus puisse se faire par la suite à partir de biogaz, de gaz renouvelable, qui du coup permettrait d'avancer dans le sens de la décarbonation. Les autres catégories ici donc, sont le neutre, qui sont sans impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone. On y intègre notamment les dépenses sociales et culturelles. Alors après, il faut pouvoir rentrer aussi dans le détail, hein, évidemment pas sur les travaux sur des bâtiments, par exemple, ou des dépenses d'énergie ou de déplacement. Et le défavorable, c'est ce qui est clairement incompatible avec la neutralité carbone. Exemple, les dépenses de carburant carboné, la création de nouvelles voiries automobiles seront classées en défavorable. Et enfin, donc, on conserve une catégorie qui est indéfinie, qui permet de classer des dépenses, soit parce qu'on n'a pas encore les remontées d'informations, parce que ça, c'est un enjeu pour faciliter le classement des dépenses. Il faut organiser du dialogue avec les services et sur un exercice, parfois, eh ben, les données ne sont pas encore présentes, donc il faut organiser pour l'exercice suivant, l'année suivante, la manière de faire remonter des informations pour réduire le nombre de dépenses qui sont classées en indéfini. Et d'autre part, il y a des sujets sur lesquels les données scientifiques et les expertises ne sont pas toujours parfaitement claires sur les impacts, et donc on a encore des enjeux de recherche et de précision, par exemple sur l'impact du numérique en fonction des usages, en fonction des gains énergétiques qu'on peut trouver à travers l'utilisation des données, et d'autre part, l'impact énergétique lié au serveur, à l'achat de matériel et tout, eh bien, ce n'est pas toujours évident à classer. Donc, voilà la logique des classements. Un exemple sur les achats de véhicules. En s'appuyant sur ce que nous indique la taxonomie européenne, eh bien voilà, on sera sur de l'achat sur du très favorable pour les véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, et au-delà, ce sera du défavorable. Sur les camions, les bus ou autres, eh bien, on a donc cette catégorie gaz ou hybride où on classe en plutôt favorable, mais derrière, il y a un enjeu pour qu'il puisse y avoir, si c'est du gaz, un approvisionnement au biogaz à terme, et tout ce qui consomme des énergies fossiles est classé en défavorable. Sur la logique, j'accélère un petit peu pour laisser plus de temps à nos intervenants. La deuxième brique, rapidement, sur l'adaptation. On est sur un processus d'analyse
un petit peu différent, qui est moins directement sur l'impact attendu que sur une démarche de questionnement sur la prise en compte de l'enjeu d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique sur telle ou telle ligne de dépenses. L'adaptation est un enjeu qui est fort pour une collectivité, mais qui demeure encore insuffisamment conscientisé et intégré dans les processus. Et donc, la logique ici, c'est de questionner à différentes étapes si les dépenses potentiellement peuvent avoir un enjeu en matière d'adaptation, que ce soit sur des dépenses en matière d'urbanisme, de construction ou autre. Si c'est le cas, si c'est bien identifié, est-ce qu'il y a d'ores et déjà une réflexion, une démarche qui permet, engagée par la collectivité, qui permet de répondre à ces enjeux, de mobiliser des leviers véritablement? Et un troisième niveau d'analyse qui est proposé si la réponse était oui à cette question, c'est est-ce que ces préconisations, ces leviers identifiés sont bien appliqués et de manière, et est-ce que c'est suffisant par rapport à l'enjeu? Voilà. Alors, pour terminer, avant de passer au témoignage, juste indiquer que l'exercice du budget vert, c'est à la fois un exercice qui est utile à la collectivité pour faire progresser la prise en compte de l'enjeu climat dans l'ensemble des directions et d'avoir un questionnement en la matière entre services et dans les discussions entre les élus. Néanmoins, derrière, c'est un outil qui vient s'ajouter à d'autres, comme l'est le bilan gaz à effet de serre, par exemple, mais qui doit pouvoir nourrir des discussions et sans doute la définition d'une stratégie de long terme de contribution à la neutralité à l'horizon 2050. Et cela doit pouvoir se faire progressivement à travers la définition d'un budget qui soit pluriannuel, un plan de financement de cette stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs collectivités s'intéressent aujourd'hui sur leur projet d'investissement de mandature, par exemple, à une analyse au travers de ce type d'outils. Et donc, on peut ici avoir, à travers l'exercice d'évaluation climat du budget, un outil de pilotage et de suivi de la progression des dépenses au regard du climat. Donc voilà pour conclure cette présentation un peu générale et un peu rapide de la méthodologie d'évaluation du climat. Et du coup, je pense que ce qui va être le plus intéressant maintenant, c'est de pouvoir avoir les retours d'expérience de nos deux collectivités qui sont présentes. Et donc, je te repasse la parole, Marion. Alors, avec nous aujourd'hui, Gaël Lahotte, directeur du contrôle de gestion et de l'audit à la région Occitanie, et Audrey Linkenel, qui est première adjointe au maire à la ville de Lille et également vice-présidente au climat et à la transition écologique et énergie à la métropole européenne de Lille. Donc, quelques questions pour lancer la discussion. Avant de prendre les questions qui nous viendront dans la box questions-réponses sur Zoom. Pourquoi avez-vous lancé cette évaluation et pourquoi avoir choisi cette méthodologie pour évaluer votre budget? Donc, j'appelle Audrey Linkenel à témoigner en premier sur sa réponse. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Bon. Alors, pourquoi et comment? J'ai envie de dire, il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse qui ont été donnés lors de l'intervention préliminaire de cadrage. Donc, je vais simplement apporter des compléments. Peut-être préciser qu'au moment où on s'est posé la question, donc au démarrage de l'expérimentation, tant à la métropole européenne de Lille qu'à la ville de Lille, nous étions en fait dans l'élaboration de notre nouveau plan climat air énergie. Donc, en effet, le budget climatique n'est pas un outil d'évaluation du coût du PCAET. En revanche, il est un outil intéressant pour essayer de voir en quoi les dépenses de la collectivité sont compatibles avec la stratégie du plan climat et avec un certain nombre d'objectifs de ce plan climat. Donc, c'est à ce moment-là que nous, on a commencé à se questionner avec cette idée dès le départ d'aller en effet sur les questions d'atténuation
mais aussi les questions d'adaptation qui viennent d'être évoquées, mais aussi les questions de qualité de l'air. Et pourquoi on a du coup souhaité utiliser cette méthodologie, tout simplement parce qu'en fait, il n'en existait pas d'autres, qu'on était assez au clair sur le fait que ce n'était pas un budget CO2 qu'on cherchait. Ça, c'est utile aussi, mais c'est un autre outil. Et donc, quand cette expérimentation a été proposée à un certain nombre de collectivités, tout simplement, on s'est inscrit tant à la ville qu'à la MEL, et je veux souligner ici, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, que cette double inscription, elle était nécessaire parce que, comme on l'a dit, le budget climat n'est pas un outil de comparaison et qu'on ne peut pas, donc, parce qu'on aurait expérimenté le budget climat dans une métropole avec les compétences qui sont celles de la métropole, tout simplement transposer l'exercice dans une commune qui, elle, a d'autres compétences qui renvoient à d'autres interrogations. L'exemple qui a été donné sur la flotte de véhicules, il est facile parce qu'il marche dans les deux collectivités qui ont chacune des véhicules, même si ils sont de nature différente, mais si on vient, je ne sais pas, aller sur les questions de sport ou d'habitat, on voit bien tout de suite qu'on est sur des choses qui sont différentes selon l'échelon de la collectivité. Bref, donc voilà pourquoi et comment on a choisi de s'inscrire ici à Lille dans cette expérimentation, avec évidemment l'idée non seulement d'avoir une photographie des dépenses sous l'angle du climat, mais aussi de s'en servir comme un réel outil d'aide à la décision pour évidemment faire évoluer les dépenses à chaque fois que c'est possible. Si je reprends l'exemple de la flotte de véhicules, il y a des choses qui sont possibles pour des véhicules particuliers, par exemple, qu'on utilise dans une collectivité. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont défavorables pour des véhicules lourds, mais qui ne sont pas toujours possibles à transformer en favorables si on n'a pas encore les technologies qui existent sur l'hydrogène ou d'autres énergies qui sont plus vertes. En tout cas, l'idée, c'est bien de faire évoluer nos dépenses, et donc on a aujourd'hui un certain recul sur le sujet qui nous permet de voir comment on fait baisser les dépenses défavorables, comment on fait augmenter, évidemment, en tout cas en proportion, il y a la question de la proportion et du volume, les dépenses favorables, et puis j'ajouterais aussi comment on fait baisser la part des dépenses dites indéfinies, parce que comme toute expérimentation, on a utilisé une méthode itérative, donc on n'avait pas réponse à tout de suite. On n'a d'ailleurs toujours pas réponse à tout aujourd'hui, mais on a réussi à réduire la part des dépenses indéfinies, même s'il en reste encore, avec une question qui pour moi est assez importante, qui est celle de la masse salariale, qu'on a souhaité au départ exclure, mais qui ne peut, à mon avis, pas être éternellement exclu de cette analyse, parce que ça n'est pas, je crois, un bon message à envoyer aux agents de nos collectivités qui nous accompagnent au quotidien que de leur dire que leur responsabilité à eux ne pèse en aucune manière sur le climat, ni positivement ni négativement, alors qu'on sait bien qu'on a besoin aussi d'une mobilisation humaine de nos agents, mais plus largement de nos citoyens. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là, et puis j'imagine qu'on reviendra tout à l'heure sur quelques autres précisions. Merci beaucoup. Et Gaël, si vous voulez enchaîner. Ouais. Alors évidemment, par rapport à l'intervention de Lille, il y a évidemment beaucoup de points communs, comme quoi sur ce sujet de la transition énergétique, la France du haut et la France du bas peuvent se rejoindre et trouver beaucoup de points communs. Oui, j'oubliais, avant de parler du fond, je tenais à excuser, au départ, on espérait en tout cas que notre vice-présidente à la région Occitanie, donc en charge de la transition, maintenant on appelle ça l'urgence climatique d'ailleurs, depuis le nouveau mandat avant la transition énergétique et écologique, donc notre vice-présidente Agnès Langevin, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur ce budget vert, a été retenue aujourd'hui par une réunion du groupe justement transition énergétique de Région de France, dont elle était avant le nouveau mandat présidente, donc c'est elle qui suivit ces dossiers au sein de Région de France, et c'est d'ailleurs aussi par ce biais que j'ai été mis en contact avec IFORCI.
C'est un sujet d'ailleurs, comment on dit, fourci. Alors, entre ceux qui ne veulent pas faire de l'anglais d'Easy 4CE, et puis il y en a qui font un peu les deux, ils fourcient comme moi, et puis ceux qui font carrément de l'anglais tout le temps et fourci. Bon, voilà, ça, c'est un sujet. Là, pour le coup, il n'y a pas consensus. Donc, bref, pour revenir à Agnès Langevin, elle a été prise aujourd'hui par une journée Région de France sur le sujet de la transition énergétique. Donc elle ne peut présenter notre démarche à ma place et on s'en excuse. Donc, j'essaie de la remplacer. Donc, oui, le budget vert, c'est un… Alors, on dit budget vert parce que les élus, et ce n'était pas forcément Agnès Langevin, on souhaitait parler de budget vert, alors qu'en réalité, on est vraiment à 95% sur un budget climat. Donc, on est vraiment sur une analyse climat des dépenses régionales. Donc, cette analyse climat des dépenses régionales, c'est-à-dire tout simplement, vous votez chaque année, on vote chaque année un budget primitif en prévisionnel. Quelle est la part des dépenses très favorables, plutôt favorables, défavorables ou neutres, ou à définir sur ce budget régional voté chaque année par rapport au climat. Donc, et une fois qu'on l'annexe donc au budget primitif, qu'on vote fin décembre, et quand on fait le compte administratif, on annexe les dépenses réalisées au compte administratif. Donc, c'est un des engagements qu'on a pris lors de l'adoption de ce qu'on appelle pour le coup le pacte vert, pacte Green New Deal, mais on l'appelle maintenant pacte vert, fin 2020, afin de mesurer donc la compatibilité du budget régional. On regarde des objectifs environnementaux poursuivis et donc accentués par la région depuis 2016. 2016, bon, ce n'est pas un hasard si je l'ai écrit, d'abord, c'est le premier mandat de la région Occitanie, qui est la fusion des deux anciennes régions, Languedoc-Roussillon et Toulouse. D'ailleurs, je parlais de la France d'en bas tout à l'heure parce qu'en fait, moi, je suis basé à Montpellier, donc je vous parle depuis Montpellier. Et donc, en particulier, l'objectif qu'on a d'être, à l'horizon 2050, la première région de France dite à énergie positive. L'objectif de la France, de la stratégie nationale bas carbone, c'est d'être sur de l'équilibre en 2050. Nous, pour un certain nombre de régions, on est une région faiblement industrielle, on a par contre du vent, du soleil, des choses comme ça, où on ambitionne véritablement d'aboutir à cet objectif de région positive. Donc, le budget vert, le budget climat, qui ne doit pas être confondu avec le pacte vert. J'ai un peu des soucis en interne parce que le pacte vert, c'est un plan global de transformation et de développement de l'économie et de la société régionale autour de 10 thématiques, dont par exemple la santé. Et il n'y a pas de lien direct, évidemment, entre le réchauffement climatique. Il y a un lien, mais entre réagir sur les émissions de jeunes. Vous me direz, et la santé, en tout cas, quand on soutient la construction de maisons de santé en milieu rural, ou même on essaye d'avoir finalement un réseau de médecins généralistes. On n'est pas directement dans le secteur quand même de la transition énergétique. Donc, c'est un plan, le pacte vert de transformation globale, mais le budget vert en est un des instruments. Et c'est un outil essentiel, évidemment, en particulier, j'insiste là-dessus, sur une vision dynamique. L'objectif, c'est bien de montrer que puisqu'on tend vers un objectif de reposte région énergie positive en 2050, d'ici là, il faut essayer de s'améliorer chaque fois. On n'est pas les seuls acteurs, évidemment, du sujet en région, mais la région a un rôle, évidemment, de financement, de levier, d'effet levier et d'impulsion. Donc, forcément, nous-mêmes, dans notre part consacrée dans notre budget régional, qui n'est que pour une petite partie, il ne faut pas l'oublier pour les régions, le fonctionnement de la région. Non, on est quand même à 80-70% une région redistributrice, une collectivité redistributive, à travers des subventions, d'effets leviers, de développement des outils, etc., d'agir et donc d'avoir une part finalement favorable ou très favorable au climat meilleure chaque année. Et c'est bien l'objectif d'avoir ce marqueur, en fait, ce compteur, via le budget climat. Voilà. Donc, l'objectif, c'est bien qu'au travers d'une amélioration des dépenses dites favorables ou très favorables, la région s'améliore, à la fois donc, dans notre propre fonctionnement, parce que j'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup une collectivité redistributive, mais on fonctionne aussi. On gère un réseau alors même si c'est délégué à la SNCF, on gère un réseau ferroviaire, donc on va faire l'acquisition de rames TER à hydrogène vert. On gère désormais, depuis la loi NOTRe, les réseaux de bus scolaires et ex-départementaux, donc c'est pas intercité, interurbain, donc des bus plutôt bio-GNV ou hydrogène d'ailleurs que diesel ou GNV tout court.
On est en Occitanie propriétaire de 2 ports, à Sète et Port-la-Nouvelle. Donc, on a construit cette année, alors sur un chantier breton, mais bon, ça reste quand même en France, même si c'est en Bretagne, la première drague mondiale, une dragueuse, hein, une drague à bateau, pour draguer dans les ports, en propulsion mixte avec hydrogène. On fait la conversion progressive de notre parc de véhicules, ça c'est classique. Et puis on essaye, on a quand même beaucoup de locaux régionaux, notamment le lycée. Il ne faut pas l'oublier, on a 220 lycées en région, ça fait beaucoup. Donc, on essaie évidemment, via les investissements qu'on fait, de diminuer la part des énergies fossiles dans ces lycées. On a donc une maîtrise d'ouvrage régionale, notamment, pas uniquement, mais en grande partie dans les lycées encore plus exigeantes, où on décide aussi, dans le cadre des CPER, des plans campus, etc., de réaliser en maîtrise d'ouvrage régionale des bâtiments d'enseignement supérieur, comme une école dédiée aux énergies renouvelables à Perpignan, l'école SUPNR, ou bien un projet emblématique qu'on est en train de lancer d'un technocampus destiné à favoriser l'hydrogène vert à Toulouse. Et puis, au travers de tout ce qu'on fait dans les subventions, l'objectif, évidemment, et c'est sur quoi on va beaucoup essayer d'avancer sur le mandat qui vient, c'est de renforcer l'éco-conditionnalité environnementale des financements régionaux. Pour développer, recentrer des dispositifs sur des dépenses vertes. Je vais donner l'exemple du plan littoral 21, c'est-à-dire les aides aux communes littorales sur leurs ports de plaisance, etc. Bon, on va arrêter de financer on va plutôt financer des stratégies de désimperméabilisation des sols, de développement des modes de moyens et de mobilité douce dans les ports, etc. Et puis de mettre peut-être, même si on ne le fait pas encore, en place des critères vraiment exigeants d'éco-conditionnalité ou pourquoi pas de bonus-malus. Moi, je sais par exemple que dans les équipements sportifs, on finance encore dans les communes et les EPCI des terrains synthétiques. Le problème des terrains synthétiques, outre que ça écorche bien les genoux quand il y a rugby, c'est que c'est des puits de chaleur terribles par rapport à des surfaces gazonnées classiques. Voilà. Donc, quel est l'objectif? Alors, j'ai été long sur les objectifs, je vais être plus court sur la méthode. Donc, le critère, le climat, est-ce qu'une dépense favorise, atténue-t-elle directement ou indirectement la consommation d'énergie fossile? On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas exactement la même démarche que celle menée de l'État. L'État, lui, il regarde qu'une partie de ses dépenses par rapport à 6 critères. Donc, quand vous devez croiser 6 critères, ça devient assez vite, sans mauvais jeu de mots, une usine à gaz. Donc, nous, on a plutôt été séduits, et du coup, de notre partenariat avec I4CE sur le fait, vraiment, puisqu'on a une stratégie principale qui est la stratégie repose énergie positive, de bâtir ce budget vert, même s'il est mal nommé pour raisons politiques, en budget climat, même s'il est évident que dans cette méthode I4CE d'ailleurs, et dans la manière dont on l'a adapté, le climat peut interagir avec d'autres lycées, d'autres critères. Mais je vais donner l'exemple des lycées BPOS, énergie positive de la région. Tous nos lycées neufs sont BPOS, énergie positive, donc ils vont au-delà de la réglementation thermique en vigueur. Donc on pourrait considérer finalement que 100% de la construction du lycée est favorable. Le problème, c'est que comme c'est une construction nouvelle, elle peut avoir un effet effectivement négatif sur l'artificialisation des sols ou la biodiversité. C'est pour ça qu'on considère, I4CE considère, et on retrouve, et on est tout à fait à l'aise avec cette notion d'équilibre des forces, en considérant que finalement c'est le surcoût des postes thermiques évalué à 10% du coût de la construction qu'on va valoriser comme favorable ou plutôt favorable au climat. J'ai un autre exemple qui fait beaucoup parler, évidemment, la construction de lignes LGV, le fameux Bordeaux-Toulouse aujourd'hui, avec la présidente Delga, vous l'avez peut-être entendu dans la presse, en tout cas nous, en Occitanie, entendu, qui s'est levé vent debout contre le maire de Bordeaux qui disait qu'il fallait arrêter avec les LGV. Ou bien encore la LGV qu'il faut qu'on termine un jour entre Perpignan et Montpellier. Bon, mais effectivement, une ligne nouvelle, c'est un problème par rapport à l'artificialisation des sols ruraux, mais il est indiscutable aussi qu'un TGV, c'est parmi tous les moyens de transport qui sont ni la marche à pied ni le vélo, probablement le moyen le moins carboné de transport qui existe sur Terre. Donc, on a considéré un peu dans cette logique. Si on raisonnait que sur le climat, une construction de LGV serait très favorable. Si on intègre un peu quand même des dimensions budget vert, au sens un peu plus large, artificialisation des sols et de réduction des biodiversités, voilà, on a décidé de classer en neutre. Et donc, on s'est appuyé sur la méthode I4CE, mais adaptée par la région, parce que quand on a commencé à travailler, donc il y a un an, on est en train de boucler notre deuxième budget vert. Le premier budget vert, on l'a travaillé fin 2020 pour l'annexer au budget primitif
2021. Il n'existait une méthode à ce stade que pour les métropoles, hein, les villes, dont Lille, et on a été pilote pour cette démarche. Il est évident que dans un certain nombre de sujets, la méthode n'existait pas vraiment, comme par exemple sur la question du transport ferroviaire, de la formation professionnelle ou de l'agriculture, de l'élevage par exemple. On a donc mis en place sur les sujets qui n'avaient pas vraiment été testés un groupe de travail avec d'autres régions pilotes, le développement économique, la formation, l'élevage, l'agriculture. Et on est en train de boucler ce groupe de travail début 2022. Et la crédibilité même de l'exercice du budget vert impose évidemment de rester fidèle à ce que j'appelle l'esprit FORCI, le principe fondateur de cette méthodologie, même si parfois, je vais donner 2 exemples en sens inverse, je termine par ça, on peut l'adapter un peu. Bon, je dis jamais plutôt favorable, mais favorable, parce que bon, nos élus préfèrent qu'on parle de dépenses favorables plutôt favorables à l'environnement. Ça, c'est un petit ajustement dans un sens. Et tout à l'heure, on peut montrer que le développement des transports collectifs pouvait effectivement être considéré favorable. Nous, on est moins positif, on va dire, sur, par exemple, le transport ferroviaire. On considère qu'il y a encore une partie du transport ferroviaire qui est opérée par des lignes diesel, en fait, non électrifiées. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on garde encore une petite potentialité d'amélioration. Pareil pour le transport routier. Mais à la limite, il vaut mieux pas trop faire trop vite, trop tôt, et se garder pour les années à venir des potentiels d'amélioration aussi. C'est plutôt ça. Si on mettait d'aujourd'hui tout le transport ferroviaire en très favorable, comment on valoriserait le fait qu'on achète des rames TER à hydrogène 3 fois plus cher que les rames existantes? Par contre, acheter ces rames 3 fois plus cher, ça vous booste un budget vert au BP 2022, je ne vous dis pas. Merci. Du budget vert, c'est aussi de mettre en avant les efforts que peuvent faire la collectivité pour faire la transition. Alors, à l'Institut de l'économie pour le climat, je peux répondre par ça pour notre acronyme. Donc, on comprend bien que votre budget vert à la région Occitanie, c'est qu'un outil en fait pour mettre en œuvre votre pacte vert et donc la transition et mettre la région sur la route de la transition. Et donc, comment ça se passe en interne pour réaliser ce budget vert? Comment vous avez réussi à engager un dialogue avec les services, avec les élus aussi? Quel portage politique vous avez pu avoir? Et dans les discussions budgétaires, comment, vous le présentez en annexe budgétaire, mais à quel moment du processus budgétaire aussi vous réussissez à discuter de cette annexe? C'est moi qui commence, je reconnais mon PowerPoint. Je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative, elle est clairement politique. C'est la vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique. Et elle est maintenant présidente déléguée, elle ne peut pas tout avoir à Région de France, présidente de la commission écologie. C'est elle qui, avec elle, qu'on a fait le choix de s'appuyer sur la méthode IFORCI. Et à chaque élément, finalement, là, je parle de l'année dernière, cette année, une fois qu'on avait mis en place la méthodologie, c'était fait. Sur les points un peu durs ou qui nécessitaient des discussions d'arbitrage, c'est avec elle en direct que je voyais ça. Ça a été, bon, tout ce que vous avez dit est vrai, il faut une initiative politique, il faut que ça soit fortement relayé par la direction générale des services. En l'occurrence, c'est le directeur général des services qui m'a appelé à la fin de l'été 2020 pour me demander de m'en occuper. Je ne vais pas vous mentir, chez nous, ça a été très centralisé. Ça a été donc confié à ma direction, la direction du contrôle de gestion et des audits, et largement à moi, pour une première raison, c'est la connaissance très détaillée des budgets. Moi, avant d'être directeur du contrôle de gestion et des audits de la région Occitanie, j'étais le directeur des finances de la région Languedoc-Roussillon. J'ai plutôt la réputation de très bien connaître le budget de la collectivité, d'avoir cette culture pragmatique de l'action régionale. Moi, c'est vrai qu'avant de travailler sur ce sujet, je ne connaissais pas grand-chose à la transition énergétique. Mais donc, du coup, je n'avais pas trop de présupposés, de choses comme ça non plus. Et avec une dimension très, je ne vais pas dire mathématique, mais très pragmatique,
qui fait qu'on se retrouvait bien avec la méthode du IFORSI, beaucoup basée sur le climat, sur les chiffres. C'est beaucoup plus facile, en tout cas, c'est moins difficile, et ça prête moins à discussion, à mon avis, de faire un budget climat, de faire par exemple un budget biodiversité. Parce qu'au moins sur le climat, vous pouvez vous appuyer sur des référentiels, des chiffres, des taux, des consommations de CO2, démontrer qu'un TGV, ça consomme moins qu'un TER qui lui-même consomme plus ou moins. Qu'à l'inverse, l'aéroport, les avions, c'est comme ça consomme beaucoup. Enfin bref, c'est farci de chiffres quand même. L'outil de base, c'était IFORSI, c'était aussi les références, mais c'était aussi le même, IFORSI, les référentiels ADEME. Donc, il y avait un côté finalement chiffre dans le budget climat qui allait bien. Et puis, donc, une vision très pragmatique du classement, enfin, sur le thème de ne pas trop se poser trop de questions. Je rebondis d'ailleurs sur une des remarques, pour cela, je disais un petit peu ce qui dans le groupe là et commence à tomber sur la question de savoir, mais si on construit les infrastructures, par exemple des rames TER à hydrogène, le fait de les construire, effectivement, génère de l'énergie, il y a un coût énergétique, donc est-ce que véritablement c'est positif, etc. Cette remarque est juste, elle est pertinente, mais si on commence à dérouler le fil jusqu'au bout, à un moment donné, on se rendra compte que toute activité humaine est consommatrice d'énergie et qu'à un moment donné, il faut bien faire des choix et bien se dire que c'est la progression qui coûte. Il vaut mieux dépenser de l'énergie, possible évidemment, à construire une rame TER à hydrogène, que dépenser de l'énergie à construire une rame électrique, diesel, comme dans les années, ou à charbon, comme dans les années 50. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus trop tirer la pelote jusqu'au bout. Et donc, avoir peut-être une vision de financier ou contrôleur de gestion capable de mettre des chiffres, des pourcentages, des ratios, des trucs de machin de manière relativement… Voilà. Et donc, on était un peu pris par le temps. On voulait absolument, bizarrement, faire ce budget vert climat OPP 2021, donc en décembre 2021, avant, au hasard, le mois de mars 2022. Donc, comme on a été pris, on a voulu le faire absolument pour décembre 2020, avant, au hasard, le mois de mars 2021. Donc, comme on était pris par le temps, j'ai travaillé vraiment au minima avec les directions opérationnelles en posant que des questions techniques, métiers, du type, voilà, quelle est la part du trafic voyageur, ferroviaire sur les lignes électrifiées qui seront très favorables, ou sur les lignes de diesel qui seront juste neutres, d'ailleurs, favorables, je ne sais plus, sur la part diesel et même défavorables sur la part carburant du diesel. Donc, on s'est surtout appuyé en fait, sur les rapports budgétaires et puis sur les votes, les rapports des dossiers, notamment pour analyser systématiquement toutes les subventions qu'on a pu voter. C'est beaucoup d'huile de coude. Et donc, le timing, c'est vote, comme j'ai dit, vote, dépenses prévisionnelles du BP et puis analyse, c'est un peu la même en réalité, en mars pour le compte administratif en juin. D'accord. Audrey, peut-être vous pouvez nous parler un peu plus du côté de politique de la chose et des dialogues que ça a pu susciter avec les services, entre les élus et les services, et puis entre élus également autour de cet outil. Oui, alors je précise que du coup, on a appliqué cette évaluation également au compte administratif 2020 et puis au budget primitif au pluriel 2021 et que du coup, on l'a intégré évidemment aussi dans la préparation du cycle budgétaire 2022. Moi, je dirais que les choses, je pense, mais c'est sans doute aussi lié aux compétences des collectivités, ont été plus partagées tant à la ville qu'à la métropole européenne de Lille, avec une implication qui me semble indispensable des directions opérationnelles. Vous le voyez là à l'écran, il faut évidemment une volonté politique parce que ça bouleverse quand même les modes de faire, parce que, on l'a dit un peu, mais l'objectif, c'est d'être un outil d'aide à la décision. Donc, ça veut dire qu'on va dire aussi à certains élus, non mais ça, déjà, ça coûte cher, mais en plus, c'est pas favorable au climat, donc il faudrait peut-être essayer de faire autrement, ça passe pas toujours. Et puis, on le donne à voir aussi aux citoyens, donc ça veut dire qu'il faut être assez sûr de ce qu'on donne à voir. On peut être pragmatique, mais il ne faut pas qu'on donne le sentiment d'être imprécis, flou, ou en tout cas d'y être allé un peu au doigt mouillé. On est quand même en train de parler d'un budget, donc il faut à la fois être pragmatique, mais
savoir donner la preuve de notre rigueur. Donc, une volonté politique, effectivement, qui me semble indispensable, mais qui s'appuie, comme vous le voyez à l'écran, du coup, sur 3 piliers. Il faut qu'il y ait à un moment donné un chef de projet, un chef de file, enfin un directeur à la région Occitanie qui vient des finances, qui connaît la commande publique. Nous, on avait un chef de projet, un ou une, à la MEL et à la ville, donc qui vraiment suit ça au long cours, mais qui ensuite travaille avec ses collègues dans des ateliers qu'on a organisés avec les services et les élus au départ, parce que sur certains sujets, ce n'est pas évident de faire le choix, de faire le classement. On peut aussi parfois avoir une différence d'analyse sur les propositions qui ont pu être faites par I4C. Alors, quand je dis une différence d'analyse qui peut être collective ou entre nous. Donc, en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces allers-retours entre services et élus. Alors, maintenant qu'on s'est un peu fait la main, c'est plutôt entre services, et puis moi je coordonne un peu, mais ça m'arrive encore de temps en temps aussi d'interroger des collègues élus. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu un débat par exemple sur la manière dont on classe la masse salariale, parce que moi j'avais pas envie de dire qu'elle était neutre, et j'aimerais qu'on puisse avec le temps analyser un peu plus finement les impacts liés aux différents postes, notamment côté ville. C'est moins important côté métropole parce que la part de la masse salariale pèse moins. Il faut savoir que du coup, j'ai vu quelques questions dans le chat sur les petites collectivités. C'est vrai que ça demande des moyens, en tout cas du temps, et du coup éventuellement les moyens associés, parce qu'on parle pour la métropole, c'est presque 2000, je crois, opérations budgétaires qui ont été analysées en fonctionnement et en investissement. Alors, on s'était fixé un seuil à plus de 100 000 euros, mais ça fait quand même plus de 2000 opérations. Et à la ville de Lille, on s'est fixé un seuil de 50 000 euros de dépenses, et ça fait quand même à peu près 600 lignes aussi. Donc, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, c'est clair que pour tous ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut en avoir conscience. Il faut probablement un agent dédié, et un agent dédié qui est bien à la frontière entre la finance et le climat. Parce que pour aller discuter avec les directions opérationnelles, il faut quand même bien savoir ce que c'est que la transition, l'atténuation, l'adaptation, le climat, à quel moment on peut s'appuyer sur la compta CO2, à quel moment il faut trouver d'autres indicateurs, comment on fait le lien avec les indicateurs de performance ou de suivi d'un plan climat, parce qu'il y a ça aussi. Et puis évidemment, comprendre ce que c'est qu'un cycle budgétaire, et donc ne pas être trop loin des finances. Donc nous, nos chefs de projet, ils sont alternativement soit à la direction des finances, soit à la direction climat-transition, mais en tout cas, ils sont vraiment en contact avec les deux. Comme je l'ai dit, on a fait évoluer avec le temps la part des dépenses indéfinies. On s'est par exemple posé des questions assez existentielles sur la manière dont on comptabilise nos dépenses d'aménagement. Ça rejoint l'exemple qui a été donné sur les lycées, qui peuvent être BEPOS mais artificialisés des sols. Nous, donc, comme on a la compétence urbanisme, comment on classifie toutes les dépenses d'aménagement? Il n'y a pas un projet d'aménagement qui ressemble à son voisin. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des critères sur lesquels on est d'accord, mais après qu'on l'applique à chacun des projets. Je précise que la métropole européenne de Lille, c'est 95 communes. Dont le cœur, c'est-à-dire la ville de Lille, ne pèse que 20% de la population, plus d'1 million d'habitants, et les 2/3 ou les 3/4 de ces 95 communes sont plutôt des villages ou des petites villes. Donc, c'est pour ça que je rebondissais sur les questions qui ont été posées. C'est sûr que ça veut dire qu'en matière d'aménagement, c'est pas pareil quand on construit encore de l'agglo que quand on artificialise à la périphérie, et ça veut dire qu'en termes de moyens qu'on peut dégager pour suivre un budget climatique, c'est pas complètement pareil non plus. Et j'anticipe sur la question d'après, mais l'une des suites que nous on a données au budget climat, c'est justement d'essayer de le partager avec les 92 autres communes, puisque Lille est à 2 communes associées, donc ça fait 3, de partager avec eux et de le partager à l'échelle métropolitaine, mais en donnant finalement plutôt l'exemple du budget de la ville de Lille, parce que les compétences communales de la ville sont plus proches de celles des autres communes, et en alertant aussi sur le temps que ça peut représenter, sur les bénéfices que ça apporte, mais aussi sur les limites. Enfin voilà, moi je pense que ce qui compte
pour une collectivité, c'est déjà qu'elle ait conscience de l'urgence climatique, qu'elle se dote d'une stratégie. C'est la raison pour laquelle, en tant que vice-présidente au climat, j'essaye aussi d'embarquer avec moi les 95 communes, parce que certaines sont assez avancées, comme la ville de Lille par exemple, ou quelques autres, et puis d'autres ont plus de difficultés. Donc déjà, qu'il y ait cette stratégie, qu'il y ait un plan d'action, et après, le budget climat, il vient dans la boîte à outils. Mais à mon avis, ça ne peut pas être le préalable, ça doit plutôt être la conséquence de toute une stratégie de transition et de climat. Pour en revenir au processus, comme vous le voyez à l'écran, donc on a fait en sorte, puisque maintenant on a un peu de recul, de vraiment venir s'inscrire à chaque étape du cycle budgétaire. Sur la base évidemment du compte administratif, qui est donc plutôt un état statique, pour la préparation du budget primitif. Dans les lettres de cadrage, on a évidemment mentionné la nécessité d'être conforme au cadrage budgétaire, n'est-ce pas, de ne pas dépasser un certain nombre de seuils qu'on fixe d'évolution des dépenses d'investissement ou de fonctionnement, mais de respecter aussi un cadrage climatique et de bien penser dans les propositions qui peuvent être formulées à l'impact non seulement en euros, mais aussi à l'impact en climat, si je peux dire ça comme ça. Et donc, ça fait évidemment partie aussi, après, des éléments d'arbitrage qui peuvent être les nôtres et dans le débat d'orientation budgétaire. On parle du budget en général, mais on parle aussi du budget climatique. Et puis, on viendra, au moment du budget, présenter très clairement nos camemberts liés au budget climatique, comme on a pu le faire précédemment, présenter les évolutions des dépenses. Et puis, nous partageons ces éléments-là avec nos instances de participation citoyenne. Nous avons 10 conseils de quartier sur la ville de Lille auxquels nous avons présenté ces éléments de budget climatique. Voilà, après, je ne vais pas redire ce qui a été dit, hein, mais l'intérêt, c'est évidemment de regarder quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire évoluer les dépenses. Donc, être déjà soi-même exemplaire, donc tout ce qui relève du bâtiment, essayer dans sa propre gestion bâtimentaire de tenir compte de ces éléments-là, de le faire aussi dans les aides ou subventions qu'on peut donner à d'autres. Hein. Donc, par exemple, nous, on subventionne évidemment les questions de logement. Donc, ça fait longtemps qu'elles sont éco-conditionnées, mais il n'empêche que le budget climatique aide à y voir plus clair. Les subventions, tout ce qui relève de la commande publique. Par exemple, aujourd'hui, à la métropole européenne de Lille, les collègues de l'espace public, quand ils présentent une délibération, précisent en quoi tel nouvel aménagement d'espace public est conforme en termes de dépenses favorables, défavorables, et dans quelle proportion, parce que là aussi, une route ne ressemble pas à une autre, la part du cyclable, la part du routier, la part du piéton, voilà, parce que même une piste cyclable, c'est pas parce qu'elle accueille des vélos qu'en soit la piste cyclable, parce qu'elle vient utiliser des matériaux et favorable au climat. Donc tout ça, ça doit se penser. Et aujourd'hui, je dois dire que la plupart des services, tant à la ville qu'à la MEL, ont bien intégré ces éléments-là et s'en servent au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout est encore parfait, mais vraiment, on sent que ça aide à la conscientisation sur ces sujets-là aussi, au-delà de l'aspect purement financier ou budgétaire. Merci beaucoup pour ces éléments de partage. C'est vraiment très intéressant de voir comment vous avez mis en place ces ateliers avec les services et les élus, d'avoir aussi réussi à entraîner les autres communes de la métropole de Lille. On va voir aussi comment elles se saisissent de ce sujet, mais voilà, on peut espérer que le modèle de la commune de la ville de Lille puisse leur servir pour pouvoir appliquer elles-mêmes cet outil dans leur collectivité. Alors en effet, hein, c'est un certain temps, et surtout pour s'acclimater, si je puis dire, avec la méthodologie. Peut-être un point juste de modulo là-dessus. Aussi, les petites collectivités ont un climat ont un budget moins conséquent, et donc ont plus de visibilité sur leur ligne budgétaire plus facilement
en tout cas de manière plus rapide. Et donc, bon, on a perdu Audrey Lincolnel, mais on la retrouvera tout à l'heure. Et donc, ça peut permettre aussi d'appliquer la méthodologie plus facilement et plus rapidement. Donc, on peut voir comment ça a été mis en place, mais c'est surtout cette question-là aussi qui nous intéresse. Quels résultats pour quels effets? Audrey Lincolnel nous a déjà partagé quelques éléments, mais je vais donner la parole à Gaëlle, si vous voulez bien, sur vos résultats à la région Occitanie et puis ce que vous voyez, voilà, quels effets ça a pu avoir et puis peut-être les suites que vous voyez à venir, notamment avec le groupe de travail qu'on est en train de mener avec d'autres régions pilotes. Okay, donc, ça, c'est le résultat du BP 2021, donc, qu'on a traité il y a 1 an, et qui fera l'objet donc dans quelques mois du compte administratif de 2021. On a encadré avec la même méthodologie si nos prévisions sont réalisées. Sachant que la préparation... Je suis de retour. Sachant que la préparation du BP 2022 s'est beaucoup en fait appuyée sur l'analyse des dossiers qu'on a votés en 2021. Donc, quelque part, en faisant la préparation du BP 2022, on a aussi travaillé largement sur le compte administratif 2021. Donc, globalement, on a effectivement le message qui porte, c'est que 26% des dépenses très favorables ou favorables, je rappelle qu'on a viré le petit mot plus tôt, sont favorables. Alors, vous savez qu'en région, on gère nos crédits en AP, en autorisation de programme et d'engagement quasi systématiquement. Donc, c'est les crédits d'engagement, c'est ce qu'on vote, comme dossier, comme subvention, comme programmation de lycée, etc. Et en crédit de paiement. Donc, si je prends les crédits de paiement, on est sur 26% de dépenses très favorables ou favorables, 4% de dépenses défavorables, 61% de dépenses neutres, ce qui est normal. Il ne faut pas essayer de s'obliger à trouver à toute dépense régionale un effet significatif sur le climat. Et puis, une petite dizaine de pourcents de dépenses à définir qui se concentraient essentiellement sur l'agriculture, la formation et un petit peu le développement aux entreprises, les entreprises, l'aide économique aux entreprises. Sachant qu'on n'a pas travaillé complètement à 100% du budget régional, on a travaillé sur un périmètre, on va dire budget vert, qui représente en crédit de paiement 80% du budget régional, parce qu'on a exclu les fonds européens, qu'on maîtrise un peu moins et qui, pour certains, comme le FEADER, sont tellement globalisés qu'on est incapable d'aller regarder les dossiers. Et puis, on a fait le choix aussi de sortir les mesures exceptionnelles qu'on a prises de relance ou d'urgence suite au Covid-19 parce que justement, ce caractère exceptionnel risquait de fausser en fait, l'analyse des données dans la durée et que par ailleurs, c'était beaucoup d'aide aux entreprises. Avec le Covid, on n'a pas aidé ce qu'on fait d'habitude dans une région, c'est qu'on a des projets de développement, d'innovation, de croissance d'entreprise. On n'aide pas une entreprise en tant que telle. Avec le Covid, on a soutenu la trésorerie, le fonds de roulement, la survie, en fait, tout simplement, de ces entreprises. Donc, ce n'était pas un mode d'action et d'intervention et de soutien habituel. Comme en plus, en région Occitanie, on a aidé beaucoup, et c'est normal, d'entreprises de la filière aéronautique, je sentais assez mal d'inclure les mesures Covid dans le périmètre. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote, mais parce que ces mesures ces aides avaient un caractère exceptionnel. Par contre, quand on va aider une entreprise aéronautique sur un projet de développement et d'innovation, là, on va le comptabiliser. Et figurez-vous qu'en général, on le comptabilise plutôt favorable parce que ce projet, généralement, vise à développer l'avion vert. On ne va jamais développer un projet d'entreprise aéronautique pour l'aider à avoir un avion encore plus polluant. Même si, structurellement, l'activité aéronautique est défavorable aujourd'hui au climat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a des ports régionaux, mais on a aussi propriétaire de 2 aéroports régionaux, à Carcassonne et à Toulouse. Tous les crédits qu'on met sur les aéroports, on les considère comme défavorables. Ça explique pourquoi on a une part non négligeable, notamment sur ces sujets de défavorables.
60, donc, je pense que le pourcentage, on vous avait dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'il ne faut pas se comparer, je pense que ce pourcentage de dépenses favorables ou très favorables paraît important, 26%, mais il faut savoir qu'à 70-80%, ces dépenses favorables, comme d'ailleurs 70 ou 80% des dépenses défavorables, parce que c'est très clivant, est concentré sur la commission, donc notre commission transport. Parce que la compétence des régions fait qu'on dépense beaucoup sur les transports, le transport ferroviaire, le transport routier depuis la loi NOTRe, les aéroports dans le cas de figure de notre région, des soutiens aux routes, même si ce n'est pas notre réseau routier à nous. On peut aider l'État, on peut aider les départements. Donc, le transport, en fait, le poids des transports dans un budget structurellement régional, et notamment du transport collectif, qui est quand même globalement plutôt favorable par rapport au transport individuel, fait que ça booste quand même pour une région structurellement la part du favorable dans ces budgets. Quant à la question de savoir comment on traite les sujets qu'on n'avait pas trop pu traiter, alors effectivement, on a mis en place un groupe de travail avec 3 régions et FORCI sous l'égide de Région de France 2021-2022. Moi, je me suis plutôt occupé de l'aide aux entreprises. La région Bretagne, on leur a laissé la délicate question de l'élevage et de l'agriculture, parce que malheureusement, moi j'ai un problème avec l'élevage, d'abord parce que ma présidente, son plat préféré, c'est une commingeoise, une rurale du Comminges. Elle est du milieu rural, elle ne parle que de ça, son plat préféré c'est l'entrecôte, et pour elle, de toute façon, l'élevage, c'est que bon pour la planète. Je plaisante un peu, mais on a un problème effectivement avec l'élevage, parce que l'élevage, c'est la seule activité naturelle qu'on soutient dans le cadre de nos financements agriculture, mais c'est une activité naturellement défavorable au climat. Tuer tous les ruminants de la planète, on va régler le problème du budget climat, malheureusement. Moi, je suis assez amateur de viande. Et la formation professionnelle, parce que la question, c'est de savoir si on doit juger les actions de formation en fonction de la filière qui les porte. Je reviens là, pour le coup, par exemple, au problème de l'aéronautique. Quant aux aides des entreprises, finalement, ça a été assez simple parce que ce n'est pas tellement des entreprises qu'on finance, mais des projets d'entreprise. Et finalement, quand on regarde dossier par dossier, ça se fait finalement assez facilement. Alors, qu'est-ce que ça va donner en 2022? Alors, j'avais une semaine, là, c'est terminé depuis hier, le budget vert 2022 de la région Occitanie. On sera à 29% de dépenses favorables ou très favorables. Le chiffre que j'ai sorti dans ce PowerPoint, c'est un chiffre que j'avais sorti en séminaire de majorité aux élus de la majorité. J'étais volontairement resté prudent. Normalement, c'est 28%, mais bon, il y a un effet de périmètre qui fait que ça augmente d'1%. Je ne l'avais pas vu. Je savais quand j'ai présenté ce document que ça serait 28. Je voulais être prudent. En fait, c'est 29. Comme quoi, vous voyez, les chiffres, il y a aussi des effets de bord un peu mathématiques qui faussent les choses. On a décidé de sortir en fait, du périmètre cette année, contrairement à l'année dernière, la nuitée de la dette. Parce que la dette, en fait, finalement, vous financez 2 fois, c'est un moyen de financement de dépenses d'investissement qui ont déjà été identifiés dans le budget vert. Donc, on n'allait pas les classer 2 fois. En sortant l'annuité de la dette, qui était l'année dernière très majoritairement neutre, en fait, je dilue, je booste tendanciellement, proportionnellement la part du favorable, mais aussi du défavorable, dans ce qui reste, puisque la dette, c'est quand même un pourcentage non négligeable. Petite incise, nous, on a essayé de juger la masse salariale de la région. On n'a pas mis tout en neutre ou en à définir. On a considéré que les directions, parce qu'on a des directions qui sont bien identifiées, la direction de l'environnement chez nous, qui travaille quand même en très grande partie sur la transition énergétique, on a décidé par convention que les agents de cette direction sont favorables à cette masse salariale-là, donc la RH nous la donne, est favorable. À l'inverse, le service des transports, enfin des aéroports de notre direction des transports, je ne leur ai pas dit, mais ils sont considérés comme défavorables pour le climat. Et tout le reste, c'est globalement neutre. Donc, 2022, on sera sur une logique de progression qui est réelle. Hein, ce n'est pas un bidouillage de chiffres. On a des choses nouvelles qui font que ce pourcentage augmente. Notamment une grosse montée en puissance des investissements dans les infraferroviaires qu'on fait dans le cadre du plan rail. Je ne parle pas de TGV, hein, je parle des lignes du quotidien. Le plan vélo qu'on a mis en place, à la fois le financement de pistes cyclables portées par d'autres via des écochèques mobilité vélo,
Je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de bus et surtout de trains à hydrogène, notre drague, pardon, hydromère, etc., etc. Et puis les lycées, avec une part croissante des opérations de rénovation énergétique. J'ai mis en exergue, c'est sur la slide suivante aussi, quelque chose qui est en train de monter en puissance. Si on peut voir peut-être, Marion, la slide suivante. Voilà. Là, c'est aussi pour démontrer que croissance économique et transition énergétique peuvent faire bon ménage. Suite au Covid, mais là, on n'est pas sur des mesures exceptionnelles, on est vraiment sur du structurel. On a mis en place une agence régionale qui s'appelle l'Agence régionale des investissements stratégiques, avec l'objectif, effectivement, notamment de faire de la relocalisation de production, vraiment d'appuyer là où on a des énergies du territoire, des filières d'avenir sur le territoire qui peuvent nous apporter quelque chose. Et il se trouve, et donc on aide cette agence sous forme d'apport en capital, donc pour d'agences en concurrent d'associés, de capitalisation de cette structure, etc. Donc pour la part de ce qu'on met en investissement, pour qualifier en fait les dépenses qu'on fait dans cette agence, on a regardé les projets qu'on finançait. Il se trouve que 70% des projets aujourd'hui que vous avez dans le pipe et qui sont sous vos yeux, il se trouve que par ailleurs, je suis assez largement sur ce sujet, donc je le connais bien, sont des entreprises que vous avez sous les yeux et je parle vraiment des entreprises aujourd'hui actuelles, pas celles qui sont dans le pipe de l'année prochaine, et dont 70% finalement sont dans les secteurs qui étaient jugés prioritaires de la mobilité durable, certes aéronautique mais intelligente, j'ai dit tout à l'heure, permettant d'améliorer la consommation de carbone, il faut la réduire dans ces trucs, ou bien de l'énergie propre. Donc vous voyez que au travers finalement de cette transformation de l'économie régionale, on agit aussi favorablement sur le climat. Et j'ai souhaité vous la mettre parce que vous voyez en ligne numéro 2, c'est un truc qui a pas mal fait parler ces derniers jours, même il y a 2 semaines, parce que le président de la République, Emmanuel Macron, est venu sur place. On a cette fameuse entreprise Genvia à Béziers d'électrolyseurs nouvelle génération qui permettront de booster la production d'hydrogène vert. L'idée, c'est bien de construire des filières économiques, contrairement aux filières, malheureusement, de certains secteurs de l'énergie renouvelable, comme par exemple, typiquement, on parle souvent d'éolien classique, terrestre, où on n'a pas été foutu en France de développer des filières locales. On espère que sur une nouvelle filière, comme en particulier l'éolien flottant, on sera capable de le faire nous-mêmes. Donc, Genvia, en fait, on n'a pas attendu on a peu parlé de la région quand le président de la République est venu à Béziers, mais il faut savoir que Genvia commence à être développé grâce au capital apporté par la région et d'autres sur cet objet. Et puis, quand je parle des technologies futures, de l'éolien flottant, évidemment, nous, comme d'autres régions françaises, on mise beaucoup sur le développement de l'éolien flottant. Dans le golfe du Lion, chez nous, ce qui justifie notamment le développement, j'ai vu qui a été cité par l'une des questions posées, qui est pour la nouvelle. Pour la nouvelle, on veut que ce soit le port de l'éolien flottant. Mais l'idée, c'est aussi de construire le matériel des éoliens flottants, au moins en région, voire en France. Et on a, par exemple, versé l'année dernière, voté une subvention de 5 millions d'euros à peu près, à 2 entreprises qui se sont groupées sur la région pour construire le flotteur de la ferme pilote expérimentale de l'éolien flottant dans notre région. Voilà pourquoi on augmente. Parce qu'on oriente de plus en plus nos financements, et on n'est pas les seuls à le faire, sur ces sujets-là. Oui, et c'est aussi tout l'objectif de cet outil-là, de cette méthodologie, c'est bien de pouvoir flécher qu'est-ce qui va dans le sens de la transition et de permettre donc à la collectivité de valoriser ces efforts-là. Bravo déjà pour la réalisation de votre budget vert pour 2022 et c'est bien aussi le groupe de travail qui va permettre de dire des choses sur le développement économique qui est une des compétences de la région, comme vous avez pu le faire déjà dans un premier temps à travers ce tableau-là. Et puis, sur l'agriculture, vous soulignez l'élevage. En effet, il va y avoir des développements méthodologiques réalisés, notamment en partenariat avec la région Bretagne. Alors, on devait avoir le témoignage de Linkenen sur cette question, mais
Vous ne m'entendez pas là? Si, ça y est, on vous entend. Et ben, Oui, parce que la connexion de la ville de Lille… Cette conversation va être enregistrée. Vous m'entendez toujours? C'est toujours bon, les petits aléas du direct. Je c'est partage sur, votre slide sur les résultats de la ville de Lille. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais si vous pouvez nous la commenter et nous dire en quelques minutes, parce que le temps file et si on veut avoir le temps de une ou deux questions, vous pouvez nous dire voilà, quels effets pour la ville et la métropole de Lille. Oui, je suis passée sur mon smartphone. La connexion de la ville de Lille est instable, comme vous avez pu le constater. Je m'en excuse. J'ai fait le choix de vous mettre à l'écran à gauche, donc le camembert de la métropole, à droite celui de la ville, donc pour le budget primitif 2021 en additionnant fonctionnement et investissement. Simplement pour illustrer de manière assez évidente en quoi, mais on l'a déjà entendu un peu avec la région Occitanie, en quoi les compétences en elles-mêmes ont déjà une influence assez nette sur le partage des dépenses. Vous voyez à gauche, donc du côté de la métropole, que la part des dépenses très favorable ou plutôt favorable est plus importante. Ça n'est pas parce que la métropole est beaucoup plus vertueuse que la ville de Lille ou que la ville de Lille le serait beaucoup moins que la métropole. C'est tout simplement, encore une fois, lié aux compétences dans les… donc, je précise que pour la métropole, ce qu'on a mis là, c'est les chiffres liés à l'atténuation. On a la même répartition pour l'adaptation et la qualité de l'air, mais vous ne les avez pas à l'écran. Si je reprends donc pour ce qui est de la métropole, ceux qui contribuent par exemple à ce qui est très favorable ou favorable, ce sont là aussi les transports en commun, nos compétences en matière d'économie circulaire, tout ce qui touche à la rénovation énergétique des bâtiments, la végétalisation, la nature, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, tout ce qui touche à l'eau, enfin voilà. Donc on est quand même beaucoup dans des compétences, là où côté ville, bah, évidemment, le poids du social, du sport ou de la culture fait que la part des dépenses favorables ou très favorables est mécaniquement plus faible. Je précise que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, du côté de la ville, nous sommes à aller, on va dire, 90% des dépenses analysées, hors masse salariale et dette. Donc, il reste quand même encore à peu près 10% qui doivent être analysés. Et du côté de la métropole, on est en fonctionnement pareil aux alentours de 90% de dépenses analysées. En revanche, en investissement, on n'est qu'aux alentours de 70% parce qu'on a encore du travail d'analyse à faire. Je vous parlais des dépenses d'aménagement tout à l'heure. Il y en a quelques autres comme ça qu'il faut qu'on regarde encore un peu plus près si on veut pouvoir avoir une analyse efficace. Voilà, donc à la fois des progrès, puisque la part des dépenses indéfinies à la métropole, par exemple, est passée de 36% au compte administratif 2020 à 15% aujourd'hui. Donc, on a fait un vrai effort de travail, mais il reste encore quelques précisions du côté, je l'ai dit, de l'aménagement, du côté des subventions. Alors, les aides économiques ou les aides au logement, j'ai envie de dire, c'est relativement facile. Les subventions, tous azimuts, aux associations diverses et variées, c'est évidemment plus complexe. Donc, il y a un travail fin et je crois d'ailleurs qu'il y a un groupe de travail là aussi qui s'est créé avec d'autres collectivités pour avancer là-dessus parce que c'est évidemment une part quand même importante de nos dépenses. Rien qu'à la ville de Lille, c'est 25 millions par an, donc ce n'est pas négligeable. Du côté des achats, partout, on n'a pas d'éléments simple, type clause environnementale ou autre, il faut qu'on puisse encore évaluer un certain nombre de données. Voilà ce que je peux vous dire. Le reste, je l'ai déjà dit, où ça s'affiche aussi à l'écran sur ce qu'on a réussi à faire là, depuis le début de l'expérimentation, c'est-à-dire sensibiliser de plus en plus de services, se servir de cela pour améliorer ce qu'on peut appeler le reporting environnemental et du coup les indicateurs un peu plus généraux, y compris ceux du plan climat, intégrer ça dans les cycles budgétaires et puis identifier aussi
de nouvelles actions. On a dans notre plan climat métropolitain, dont l'objectif est évidemment de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050, mais plus spécifiquement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Dans ce plan climat métropolitain, il y a 42 actions et projets d'ores et déjà identifiés et qui sont donc mises en œuvre ou en cours de l'être. Mais le budget climat nous a permis aussi, ici ou là, d'identifier des actions nouvelles dans la discussion, donc avec un certain nombre de services, en regardant les dépenses défavorables. On a eu de nouvelles idées donc, qui viennent en complément de ce plan climat. Et puis, avec, je l'ai déjà dit aussi, cette idée d'essaimer à l'échelle de l'ensemble des communes de notre métropole, qui sont, encore une fois, pour beaucoup, plutôt des petites communes rurales que des grandes villes urbaines. Voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour ces éléments qui permettent de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Et merci également à Gaëlle Lahotte d'avoir jeté un œil aux questions et d'avoir répondu à un certain nombre de questions qui étaient posées. Il est 27, donc pour terminer dans les temps et redonner la parole à Emeline pour conclure, peut-être juste vous donner quelques éléments sur la dynamique d'appropriation de cette méthodologie qui donc a été développée en 2019-2020 avec un groupe de 5 grandes collectivités, mais qui est public depuis novembre de l'année dernière et placé sous licence Creative Commons. Donc, c'est vraiment un outil qui est encore en cours de développement. Vous l'avez compris, on travaille sur des développements méthodologiques, sur le développement économique, sur l'agriculture, sur la formation professionnelle et autres. Il y a encore des points à améliorer. Mais pour vous indiquer d'une part que toutes les ressources sont en ligne sur le site d'i4C et le diaporama sera en disposition et le lien est actif pour y accéder, et que la méthodologie effectivement fait l'objet d'attention de la part de tous les échelons de collectivité. Si ce sont plutôt des grandes villes et métropoles qui ont co-construit la méthodologie initiale, depuis on a effectivement des collectivités de toute taille, y compris des communes moyennes et petites qui commencent à s'y intéresser. Je l'ai précisé dans le chat en réponse à une des questions qui portait sur ce sujet. Donc, c'est du work in progress encore en la matière, mais on est dans une perspective d'une actualisation du guide méthodologique sur les développements en cours pour courant du premier trimestre, fin du premier trimestre 2022, pour améliorer cette méthodologie.